Donc je disais merci à tout le monde d'être venu pour cette réunion OVNI Paris. OVNI Paris, ça a été fondé en 2010 par Guy Lothaire, qui était un très vieux routier de l'ufologie. C'est une dissidence des repas ufologiques français, parisiens. Bon, je passe les détails, d'ailleurs, je commence à les oublier, c'est pas tellement important. Moi, j'ai repris en 2017, je m'appelle Patrice Galacteros pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai repris donc OVNI Paris en 2017, parce que Guy Lothaire ne pouvait plus y arriver. Alors, je continue dans sa lancée. Le but de cette association, c'est la diffusion de l'information ufologique dans un certain cadre. C'est-à-dire que d'un côté, je cherche, comment dire, un équilibre que j'ai marqué difficile et subjectif entre l'ouverture d'esprit. C'est vrai qu'il faut l'ufologie, c'est divers, c'est varié. Il faut pas négliger certains phénomènes, même si on n'est pas trop d'accord avec. Il faut en parler. Et puis d'un autre côté, il faut faire attention. Il ne faut pas quand même aller dans n'importe quoi, dans le sectaire. Mais il existe aussi le côté scepticisme qui est très utile quand il s'agit de vraiment de ne pas prendre des vessies pour des lanternes, de bien étudier les témoignages, mais qui peut être complètement nul quand c'est la négation pure et simple du phénomène. Quoi. Là, ça ne va pas du tout. Alors, on a un site web qui s'appelle OVNI Paris et un site Facebook. Et puis voilà, on fait des conférences ou des réunions comme ici. Donc ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Troadec. Je vais vous dire pourquoi finalement il est là. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des sujets qui m'interrogent. Les abductions, les contacts, c'est formidable, ça me plaît beaucoup. Ça fait rêver, moi je n'avais pas peur de le dire. Et d'un autre côté, je ne suis pas certain, je m'interroge toujours sur ces sujets-là. Alors, sur les abductions, OVNI Paris a fait venir le CERO, il est venu 3 fois chez nous, 2 fois pour présenter des témoignages et 1 fois pour présenter une analyse très poussée du phénomène par Nicolas Dumont. Mais j'aimerais en savoir plus, et j'espère bien, et je pense qu'avec Jean-Pierre, qui a vraiment étudié le phénomène sur le terrain, notamment, ça va être réussi. Ça, c'était la première chose. Et puis, en fait, il se trouve que, comme je fais partie d'une association qui s'appelle le SCO, qui est vouée à la sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques, dont le secrétaire est l'homme en rouge ici, avec la casquette. Donc, j'ai fait une mission dans la région lyonnaise et en Auvergne pour récupérer des archives, justement, de Jean-Pierre Troadec, qui a décidé justement de prendre les devants et de permettre qu'on sauvegarde son travail. Donc voilà, le saut, tu peux en deux mots nous dire ce qu'il en est? Un peu de pub pour le saut. J'en fais partie aussi. Bonsoir. Moi, il y a plein de gens qui en font partie ici. J'aurais pas assez de mes 2 mains pour les compter. Alors le SCO, 35 ans d'existence, donc on a été créé en 1990, au siècle dernier. Et le but, c'est de sauvegarder ce qui est encore sauvegardable aujourd'hui, parce qu'on a vu dans les années 70, 80, 90 disparaître des associations, disparaître des ufologues, et leurs archives avec. Donc, on s'est posé des questions un peu partout, disons, dans l'est de la France, entre autres, et puis en région parisienne, il y a des ufologues qui se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. En fait, le résultat, ça a été en 1990 de créer le SCO lors d'une session du CNEGU à Gérardmer dans les Vosges. Donc, à ce jour, le SCO a sauvegardé environ 90 fonds d'archives, a signé des contrats à peu près avec une 50aine de chercheurs et d'ufologues, donc d'ufophiles, ce qu'on appelle les ufophiles, c'est-à-dire que parmi vous, il y a des ufophiles, c'est-à-dire des gens qui viennent aux conférences, qui achètent des bouquins, mais qui ne sont pas actifs vraiment, qui sont simplement des curieux. Donc, et souvent, ces gens-là ont des grosses archives, et comme ils sont un peu collectionneurs, c'est souvent bien rangé, tandis que chez nous, les chercheurs, c'est souvent la panique dans les archives. Voilà. Mais effectivement, on a ici une librairie
de livres, ce qu'on appelle surnuméraires, parce qu'au bout d'un moment, dans tous les fonds d'archives, on sauvegarde des livres, et au bout d'un moment, ces livres s'accumulent. Alors il y a des choses rares, donc on va en avoir rarement dans un fond, mais il y en a, on en a tellement qu'on ne sait plus comment faire. Donc on a décidé qu'au bout du 8e exemplaire, pardon, on le remet dans le circuit, comme on dit, donc on a une librairie de livres d'occasion. Merci. Donc on voit une petite partie ici. Voilà. Merci. Voilà, cette virée dans le Lyonnais et en Auvergne m'a permis de rencontrer Jean-Pierre, on a discuté, donc ça m'a donné l'idée en fait de l'inviter. Jean-Pierre, quand je regarde ton CV sur RR0 par exemple dans Internet, je suis vraiment impressionné. Je vais simplifier. Simplifier, oui. Tu es né en 1957 à Toulon. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Oui. Tes formations universitaires, ça c'est important quand même, parce que tu as fait un deuxième cycle d'études en sciences politiques et un deuxième cycle en communication, ce qui fait que tu as pu devenir journaliste, économiste et politique. Je vois que tu es aussi été directeur de communication dans un organisme consulaire. Je ne vois pas exactement ce que c'est, mais bon. Dans une ambassade, par exemple, ou dans un consulat en France? Non, les organismes consulaires en France, Oui. Ce sont les chambres de commerce et les chambres d'agriculture. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle les organismes consulaires. Ben voilà, j'ai bien fait de poser la question. Donc, tu t'es intéressé aux ovnis assez tôt, en 1973, et tu t'es spécialisé très rapidement, excusez-moi, dans les cas de rencontres rapprochées. Voilà. Tu t'es intéressé aussi au mouvement sectaire, qui utilise la thématique ufologique, ainsi que les mouvements commerciaux qui, pareil, utilisent la thématique ufologique. Alors bon, tu as adhéré à différentes associations. Je vois que tu es devenu assez rapidement correspondant de Lumière dans la nuit et d'Ouranos. Lumière dans la nuit existe toujours. C'est la plus ancienne et la principale magazine ufologique. Elle fait partie du Grépo. Ça ne parle pas peut-être à tout le monde, mais tu vas en dire deux mots, d'accord. Tu t'es rapproché, bon je vais aller assez vite là-dessus. Oui, par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait de la radio, de la télévision, et notamment, tu as parlé de l'histoire de Jean Niguer, qui était quand même un contact, enfin un supposé contact, qui a fait parler de lui en tout cas. Ah, je rapproche le micro. Donc voilà, tu as publié, donc tu n'as pas fait seulement de la radio et de la télévision, mais tu as beaucoup écrit d'articles, dans Lumière dans la nuit, dans Uranus, dans quelque chose qui ne doit plus exister, ou plus ufologique, je suppose. Ouais. Dans les années 90, tu as fait partie d'SOS OVNI, une association très importante, qui n'existe plus aussi, mais qui a eu son heure de gloire. Et dont le sceau a sauvegardé les archives. Exactement, ça vient tout juste de terminer le travail. Voilà. 99 cartons. Voilà. Tu as animé la rencontre ufologique de Lyon, parce que tu es né à Toulon, mais tu es lyonnais. Voilà. OVNI Investigation, bien sûr. Tu as monté ça en 2003. Donc c'était un groupe d'études et d'enquêtes sur l'ufologie. Et puis en fait, tu as cofondé et tu l'as présidé ensuite. OVNI Investigation. Je crois qu'il est en sommeil maintenant. Complètement. Sommeil profond. Par contre, tu as continué en 2008, je vois que tu es diplômé en intelligence économique et stratégique après un cursus de formation auprès de l'IHEDN. Ce qui est important, c'est l'école militaire à Paris, au service du Premier ministre. Donc ça donne quand même des relations qui peut. Voilà, ça c'est un point très important. En 2010, tu es nommé commandant au sein de la gendarmerie nationale. Et aujourd'hui, tu es consultant en intelligence et économie stratégique. Ce qui est écrit, je ne sais pas si tu. Oui, peu importe. Donc voilà, bravo. Merci beaucoup. Je vais te passer le micro. C'est à toi la parole. Et merci à notre conférencier. Merci de cette présentation qui n'était pas nécessaire, mais bon, ça cadre les choses. J'espère que j'ai pris froid cet après-midi, donc j'espère ne pas être trop pressé. Je vais m'asseoir. Il va y avoir donc, en fait, il y a un diaporama que Patrice va actionner au fur et à mesure que je lui demanderai. On va baisser les lumières. On va baisser la lumière. Pas trop.
Donc en étant assis, est-ce que tout le monde me voit? Parce que c'est toujours désagréable, vous voyez. On va essayer de faire 1 heure, 1 heure et quart de conférence. C'est bon comme ça. On va y aller assez rapidement. Et ensuite, on pourra établir un échange avec vous. Alors, merci à OVNI Paris d'avoir réalisé, puis dans la salle, François qui a fait cette affiche. Je suis très content du résultat. En fait, les affiches d'OVNI Paris, je les trouve toujours très très bien réussies. Merci à François. Voilà. Image suivante. Alors ce soir, effectivement, un sujet qui n'est pas tout à fait conventionnel. OVNI, contacté, enlevé. On peut dire abduction, voilà, j'ai mis le mot français parce qu'on est en France. Et j'ai sous-titré ça l'ultime frontière. Parce qu'effectivement, l'ufologie, c'est déjà un sujet qui, à mon avis, est très très compliqué à appréhender. Alors, dès qu'on parle du phénomène des contactés et des enlevés, là on passe encore sur autre chose. Alors, un peu plus fort, s'il vous plaît. Un peu plus fort. Alors, vous n'allez pas avoir beaucoup de textes, mais là, j'ai tenu à faire apparaître ce texte-là. J'espère qu'il est lisible. Le rouge, c'est compliqué. Eh ben, je vais le lire. Je ne porte aucun jugement de valeur sur l'ensemble des faits que je vais vous exposer ce soir. Je me borne à les rapporter dans la mesure où ils ont été documentés, enquêtés et répertoriés. Ma posture de journaliste s'estompe ici, ce soir, dans cette conférence, face à une démarche ressemblant plus à celle d'un ethnologue et d'un historien. Le but ultime, c'est important, n'est pas ici de savoir si les récits que je vais vous exposer sont vrais. C'est un autre débat important, mais je ne vais pas l'aborder ici ce soir. L'important est de comprendre que ces histoires existent au travers du récit de ceux qui en sont les acteurs, et qu'on est sur un courant de pensée qui se rattache à l'ufologie par sa typologie. Et alors la dernière phrase, effectivement en rouge, c'est pas tout à fait bien net. Pour rappel, puisque je me positionne un peu entre guillemets comme un ethnologue. Un ethnologue, c'est quelqu'un qui étudie les sociétés de tous les continents, partageant la vie quotidienne des groupes étudiés. J'ai souvent approché les contactés, je les ai souvent accompagnés. L'ethnologue recueille des données sur cette organisation, sur ses coutumes, et il décode et analyse les systèmes économiques et sociaux qui en découlent, ainsi que les modes de vie et de pensée, les rites et les croyances. Alors voilà, c'est un avertissement. On peut passer à l'image suivante. Et puis, oui, j'ai cette phrase de Napoléon que j'aime bien. Alors, elle est en rouge, je veux vous la redonner si vous la retrouvez. La passion des hommes pour le merveilleux est telle qu'ils sont prêts à lui sacrifier la raison. Je trouve cette phrase absolument fantastique. Alors, là, c'est bon, tu m'avais déjà fait de la publicité, c'est pour montrer que j'ai, en dehors des histoires d'enlèvement et contactés, bon, j'ai publié pas mal d'articles. La revue Lumière dans la nuit, la revue Vestra qui n'existe plus, la revue Top Secret qui existe toujours, la revue Nexus qui existe toujours, et puis j'ai coécrit 2 livres, Les OVNI aux presses universitaires de France en 1985, et puis OVNI, le mystère subsiste, qu'on avait fait à l'époque dans le cadre de l'association OVNI Investigation. On passe à l'image suivante. J'ai aussi participé, alors je suis content de le dire, en 2023, un de mes amis qui est cinéaste professionnel a fait un film, Le Temps des OVNIs, qui est d'abord sorti au cinéma. Ensuite, il a été accessible en VOD sur un site internet et maintenant il est disponible en DVD. Alors, ça s'appelle Le Temps des OVNIs et c'est une approche philosophique des OVNIs. Donc vraiment, je vous le recommande. Alors, c'est pas parce que j'y ai été associé, que j'y ai participé et que je suis interviewé dedans, pas du tout, mais c'est parce que c'est, à ma connaissance, le premier documentaire qui fait une approche philosophique sur le phénomène OVNI. Image suivante. Bon, alors là, je vous la passe. Bon, je collabore à un certain nombre de médias en ligne. J'ai réalisé pas mal d'interviews. Je donne tout ça, c'est pour montrer que j'ai bien une assise au sol. J'ai interviewé par exemple Jacques Vallée, Jean-Claude Bourré, Luc Digny, qui est président de la commission Sigma 2, Éric Zurker, historien et auteur, Éric Maisonneuve, avocat et conseiller ministériel, qui vient de publier il y a de cela quelques jours un livre.
Charles Maxence Léyer, journaliste, qui vient aussi publier récemment un livre, Michael Vaillant, qui est ingénieur et consultant auprès du GEPAN, Fabrice Bonvin, psychologue et auteur, et Alexandre Sheldon, qui est chercheur au service historique de la défense et auteur. Ce qui veut dire que j'essaye toujours de rester en lien avec les gens qui travaillent sur ces sujets, quelles que soient d'ailleurs leurs orientations et leur vision de la chose. Image suivante. Alors, un petit rappel du contexte de l'ufologie. Je passe rapidement parce que tout le monde est au courant, mais c'est bien de redonner un cadre. On sait que l'ufologie, globalement, ça démarre, dans sa version moderne, en juin 1947. C'est l'observation de Kenneth Arnold, qui observe 9 objets brillants au-dessus du mont Rainier aux États-Unis. Ensuite, en juillet 1947, le mois suivant, on parle du crash de Roswell. Donc, important. L'armée à l'époque parle d'un ballon météo, le mystère est toujours présent. Ensuite, au mois de juillet 1952, il y a ce qu'on a appelé le carrefour de Washington. C'est-à-dire qu'un grand nombre d'observations sont faites au-dessus de la ville de Washington, les radars détectent des ovnis, les avions de chasse partent à leur interception, ils n'y arrivent pas. En 1954, on a une observation qui marquera les esprits, ça se passe à Madagascar, à Tananarive. Vers 17h, plusieurs dizaines de milliers de personnes voient une boule verte survoler la ville durant quelques minutes. Elle laisse une traînée derrière elle et elle change plusieurs fois de vitesse et de direction. Et puis le 1er juillet 65, là sont des points de repère que je donne. On a la fameuse observation de Maurice Mas à Valençol, objet ovoïde, des traces au sol, 2 humanoïdes, rapport de gendarmerie nationale. Image suivante. Vous ne pouvez pas parler plus fort, monsieur? Vous m'entendez pas? Bon, alors je vais essayer je vais coller le micro. Oui, ça va c'est mieux mieux. ça. Bon. Donc là j'ai fait un premier rappel sur l'ufologie. Ensuite il y a des éléments qui continuent à alimenter la chronique. Est-ce que c'est bon là? Vous m'entendez? Bon. C'est bien de me le dire parce que moi j'ai un retour. La photo que je vous montre là, c'est celle qui a été prise le 16 janvier 1958 à l'île de la Trinité. Plusieurs témoins à bord d'un bateau océanographique aperçoivent ce disque. On n'a pas eu d'explication. En 1976, des auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale à l'école militaire à Paris publient un premier rapport sur les phénomènes aériens non identifiés. Ils prennent en compte l'hypothèse extraterrestre comme étant une option par rapport aux ovnis. En 1977, on a la création du GEPAN au sein du Centre spatial à Toulouse. En 1995, la direction du renseignement militaire publie un rapport qui s'appelle « Implication des militaires dans le domaine des ovnis ». La conclusion de ce rapport, 1995, il serait dangereux de nier des témoignages sous prétexte qu'ils se rapportent à des choses extraordinaires. Le rapport cite l'ensemble des commissions américaines qui se sont penchées sur les ovnis, dont le fameux projet Blue Book qui exista de 1952 à 1969. Et enfin, c'est la deuxième image, en 1999, parution du rapport Cometa. Cometa, ça veut dire Comité d'études approfondies. C'est un comité qui est composé d'experts militaires et scientifiques et qui sont notamment issus de l'Institut des hautes études de défense nationale. Et le sous-titre du document, c'est « Les ovnis et la défense, à quoi doit-on se préparer ?» Et dans ce document, l'hypothèse extraterrestre des ovnis n'est pas non plus écartée. Quelques points de repère encore, puis après on va vraiment aborder le vif du sujet. En 2009, on a la création de la commission Sigma, qui est une commission que je considère quasiment comme une commission officielle. En 2017, débute la grande vague de divulgation concernant les ovnis aux États-Unis, notamment avec l'US Navy qui déclassifie un grand nombre de documents, et puis le Pentagone qui crée une commission, un bureau qui étudie le sujet des ovnis. En juin 2021, on a le premier rapport du Pentagone donc, qui est publié, dans lequel 144 cas sont étudiés, des cas récents entre 2004 et 2021, et la plupart sont inexpliqués. Dans
toutes ces approches que le Pentagone a fait aux États-Unis, il n'est jamais dit que les ovnis n'existent pas, simplement il est dit qu'ils ne représentent pas une menace pour la sécurité nationale. Alors, je me suis trompé dans le sens des diapos, je reviens. Je suis en train de me perdre avec les... Excusez-moi, voilà, je reprends le fil de mon diaporama. Alors, je termine dans cette présentation globale de dire qu'en 2025, le mystère des ovnis, depuis l'année 47, qui est un peu leur démarrage officiel, n'a pas beaucoup évolué. À l'époque, on parlait des soucoupes volantes. Ensuite, on a parlé des mystérieux objets célestes, les MOC. Ensuite, on a parlé d'engins spatiaux de provenance inconnue, les ESPI. Ensuite, on a parlé d'objets volants non identifiés. Et aujourd'hui, en France, on parle des PAN, des phénomènes aériens, puis aérospatiaux non identifiés. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, on a parlé des UFO, Unidentified Flying Object, et des UAP, Unidentified Aerial Phenomena. La liste n'est pas exhaustive, il y a sans doute d'autres noms encore à trouver. Alors, dernière généralité, les cas OVNI sont normalisés, référencés. On parle des rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type, du troisième type. Il y a eu des thèses, des mémoires d'université qui ont été écrites par dizaines sur ce sujet. Et depuis quelque temps, on parle des rencontres rapprochées du quatrième type, ce sont les cas d'enlèvement, et des rencontres rapprochées du cinquième type, ce sont les cas de contact. Donc, je le redis, moi je ne retiens ce soir aucune hypothèse, je me borne à évoquer des récits qui ont été documentés par des chercheurs, enquêtés par des ufologues, certains cas enquêtés par moi-même. Ces récits sont toujours structurés et ne répondent pas à une définition pathologique. Peu de cas dans ces affaires de rencontres rapprochées du quatrième et du cinquième type sont du ressort en fait du canular. Il y a très peu de canulars. Alors je pose la question, qu'en est-il? On peut passer à l'image suivante. Non, alors c'est pas ça. Voilà, le catalogue Mogé. Donc là, c'est un hommage que je rends à Claude Mogé, donc, qui est toujours parmi nous, qui est un chercheur. Claude Mogé, c'est un ufologue, il est licencié en psychologie et il a une maîtrise en physique. Et en tant que professeur de mathématiques et de physique, il a exercé pendant de nombreuses années en France. Claude Mogé est intervenu au sein d'un colloque du GEPAN, au sein du Centre spatial à Paris, et il a mis en avant un catalogue d'observation des cas d'enlèvement en France, et son catalogue contient 350 cas documentés. Image suivante. Alors c'est ce que j'appelle le catalogue Altaïr. En fait, c'est un catalogue que j'ai moi-même créé, qui est un catalogue des cas de contact français que j'ai pu documenter et que j'ai pu rencontrer. Ce catalogue contient une centaine d'entrées, donc il y a des cas de contact et d'enlèvement qui ne sont pas les mêmes que ceux étudiés par Claude Mogé. Donc ça veut dire qu'en France, on a deux bases de données importantes sur les cas de contact et sur les cas d'enlèvement. Image suivante. Le CERO. Alors, je vais passer rapidement parce que Patrice l'a dit, le CERO est déjà venu ici, mais le CERO fait partie pour moi des références. CERO, ça veut dire contact et enlèvement lors de rencontres OVNI. Il est animé par Bérangère Morisot et Isabelle de Cocheco, et elles interviennent régulièrement dans différents colloques. Elles viennent de publier un livre, Rencontres extraterrestres, des expérienceurs français parlent. Le livre est préfacé par l'astrophysicien Jean-Pierre Petit. Alors le CERO France est une association dont le but est de recueillir, écouter, soutenir et informer et favoriser des rencontres et des échanges avec les personnes qui ont vécu une expérience de contact ou d'enlèvement avec des entités, entre guillemets, extraterrestres. Les membres du CERO ont tous vécu une expérience d'abduction, c'est un petit peu la condition sine qua non pour devenir membre du CERO.
Au sein du CERO, il y a des psychologues cliniciens qui interviennent auprès des témoins. Donc tout ceci est quand même bien, on va dire, bordé. On peut passer l'image suivante, voilà. Alors, le CERO est intervenu récemment en Saône-et-Loire. Là, on a l'image de Bérangère Morisot à gauche et d'Isabelle Kochko à droite. C'était donc en avril dernier, dans une conférence dans un tout petit village, 1200 habitants, et à la conférence, il y avait 200 personnes. Ce n'étaient pas des gens du village qui sont venus, c'est des gens qui sont venus de toute la région. C'est assez étonnant, et vous avez donc la fiche que personnellement je trouve assez jolie. Alors, image suivante. Le CERO a établi une grille de lecture des cas. C'est important. Le CERO dit, à partir des analyses qu'ils ont faites, que tous les cas d'enlèvement et de contact qu'ils ont pu étudier, ça ne correspond pas à des personnalités psychopathologiques. Il y a par contre des syndromes post-traumatiques. On décèle un décalage avec le fonctionnement des valeurs de la société marchande. Les gens sont un peu à contre-courant. C'est souvent des témoins qui ont des dons paranormaux. Et ils ont souvent aussi une sensibilité artistique extrêmement développée. Et souvent encore, ce sont des individus qui sentent une espèce de dimension spirituelle et de conscience écologique s'éveiller en eux. Donc je trouve que c'est intéressant de souligner ce point. L'image suivante, on a la clinique des abductions, qui est un livre donc écrit par Nicolas Dumont, qui est aussi donc intervenu, si j'ai bien saisi ce que tu as dit, Patrice. Donc, je passe très rapidement. Lui-même est psychologue clinicien, psychothérapeute, formateur en psychologie. Et Nicolas Dumont, donc, dans son livre La clinique des abductions, il dit notamment « Certains témoins rapportent des scènes irréelles au cours desquelles des expériences sont menées. Les récits sont similaires. Il est question d'observation d'une sphère lumineuse, d'épisodes de temps manquants, d'une rencontre avec des entités non humaines qui procèdent à des prélèvements de gamètes, de cellules, transplantent parfois des cellules, un fœtus hybride. La communication avec ces entités est souvent télépathique. » C'est ce que dit Nicolas Dumont dans une interview. Donc lui, il considère que derrière ces cas d'abduction, il y a sans doute en fait une sorte de récit initiatique, il le voit comme ça. Et Nicolas Dumont d'ailleurs intervient dans un colloque fin juin à Carcassonne. Image suivante, le sondage alors il y a deux sondages, 92 et 2022. En 92, il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis. Alors c'est pas le dessin qui est ici, mais je vous dis ce qu'il en ressort. Un sondage fait auprès de 6000 individus, donc tous américains. 1 sur 50 démontrerait des caractéristiques plausibles d'enlèvement. Ce qui fait par extrapolation qu'on pourrait estimer qu'aux États-Unis, il y aurait potentiellement 5 millions d'Américains qui auraient vécu des histoires d'enlèvement en lien avec le phénomène ovni. Et puis on a cet autre sondage qui est paru en 2022 et qui démontre que il y a, en fonction des pays, on a une vision de l'arrivée possible d'extraterrestres sur Terre qui varie. Donc on voit que la France, 12% des gens pensent qu'il pourrait y avoir un contact avec une civilisation venue d'ailleurs. Alors, image suivante. Cette fois, on va rentrer dans le vif du sujet. Eugenio Siragusa, enquête du 15 août 1975. Le 15 août 1975, c'est la date où j'ai rencontré Eugenio Siragusa, qu'on voit ici à gauche. Et à droite, on a la représentation faite par le journal italien Domenica del Corriere, qui représente un peu ce que Siragusa prétend avoir connu. Alors, Siragusa, c'est un douanier, il est aujourd'hui disparu, qui a vécu à Catane, en Sicile. En mars 1952, le jour de son 33e anniversaire, il a déjà un premier contact. Il observe un ovni et il dit qu'un rayon de lumière le touche, émanant de cet ovni, un disque,
et il dit qu'il subit une sorte de redimensionnement de sa personnalité. On peut passer l'image suivante. Voilà. On a à gauche la scène qu'il décrit sur l'année 52. Et 10 ans plus tard, le 30 avril 62, il se promène sur les flancs de l'Etna, donc en Sicile, et là il fait la rencontre avec 2 extraterrestres, se disant messagers de Dieu, qui lui firent part d'une mission d'information auprès de l'humanité qu'il aurait donc à assumer. La même année, il fonda le Centre d'études des 2 fraternités cosmiques. Le 15 août 75, donc moi je rencontrais Siragusa et je dois dire que c'est un personnage qui m'a fait une grande impression. Il émanait de se contacter on va dire une certaine noblesse, une certaine prestance qui m'a personnellement beaucoup impressionné. Siragusa est mort en 2006 à l'âge de 87 ans et j'ai personnellement entretenu avec lui pas mal d'échanges. Il m'a même dédicacé d'ailleurs l'un de ses ouvrages et j'ai surtout entretenu pendant des années un lien avec toute l'équipe de son organisation qui était basée à Genève. On peut passer à l'image suivante. Alors à Genève, on avait le siège du Centre d'études des 2 fraternités cosmiques. Vous avez ici 3 logos utilisés par cette organisation. Alors, ce qui est intéressant de préciser, c'est que l'organisation était totalement bénévole, mais très imposante. Une vingtaine de collaborateurs réguliers y participaient, et permanents, éditant brochures, bulletins, revues en plusieurs langues, en français, en anglais, en italien, en espagnol et en allemand, le tout sur abonnement, totalement gratuit, envoyé aux 4 coins du monde. Les publications du Centre d'études et de fraternité cosmique se sont produites sur une vingtaine d'années. C'est-à-dire pendant une vingtaine d'années, cette équipe a inondé, on va dire, la planète de documents sans en tirer le moindre bénéfice. C'est important de le signaler. Ce qui semble dire qu'il y avait derrière tout ça une vraie motivation. Alors beaucoup de contactés font des photos d'OVNI. Alors Siragusa, lui, n'a pas fait de photos d'OVNI, mais des membres de son entourage en ont fait. Ici, on a les photos qui ont été prises en mars 75 à Lecce, en Italie. Alors, ça, c'est des photos que m'avait données à l'époque, en 75, Siragusa. Et quelques années plus tard, je l'ai publié à la une du journal Nostra, qu'on voit à gauche de l'image. Bon, il n'y a pas d'explication rationnelle. D'après le témoin proche de Siragusa, l'image du haut, le phénomène est en phase de vol, on va dire, moyen. Il se met à accélérer et bascule, et dans la 3e image en bas, il s'éloigne et change un peu de couleur. Bon, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, c'était intéressant de montrer ces images. Suivante. Alors là, on va encore plus loin. Bon, Siragusa, il prétend, et en 75, il m'a remis cette photo, la photo d'un être qu'il appelle Adonisis. Bon, alors là, effectivement, il faut faire fi de tout ce qu'on peut accepter ou pas. Bon. Moi, j'ai eu ce document, qui est un document argentique, qui depuis a été reproduit dans pas mal d'endroits. Moi-même, je l'ai utilisé en 77 lors d'un téléfilm qui a été fait avec la chaîne de télévision FR3 à Lyon. On a utilisé cette photo parmi d'autres. Et ce que vous avez à droite de l'image, c'est un document récent qui a été traité par intelligence artificielle, par des chercheurs qui ont voulu démontrer, alors on suit ou on ne suit pas, hein, que l'image ne pouvait pas être truquée parce qu'effectivement ils ont fait le dessin qu'on voit donc à droite, mais en fait qui est une vidéo, c'est-à-dire qu'en fait ce portrait bouge et on en fait le tour. Et d'après ces chercheurs, ils disent si la photo de gauche était un trucage, on n'aurait pas pu obtenir une vue en 3 dimensions. Bon, je vous soumets ce cas. Moi, je dois dire qu'à titre personnel, à l'époque, j'ai été très impressionné. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de photo numérique, hein, on n'était que sur l'argentique. J'ai été impressionné par cette image qu'on voit à gauche. On passe à un cas français, un cas d'enlèvement sur lequel j'ai enquêté. Ça se passe près de Valence, en 1976. Toute la presse
européenne en a parlé. Là, on a la une de France Dimanche. Alors, tout est dit presque dans le titre. Hein. Troublant mystère près de Valence, la jeune Française enlevée par une soucoupe volante, son récit sous hypnose a été enregistré. Alors ce cas est très controversé parce que l'hypnose a été mal utilisée, mais ça reste un cas aujourd'hui non élucidé. Moi j'ai eu accès à l'intégralité du dossier de l'affaire. Un autre ufologue, Michel Figuet, lui, a passé des années à collecter toutes les infos qu'il avait sur ce cas. Il m'a communiqué son dossier. À l'époque, j'étais membre d'une association qui s'appelait l'Association des Amis de Marc Thirouin. Marc Thirouin est l'un des fondateurs de l'ufologie en France, basé à Valence, et c'est pour ça que j'ai pu enquêter sur cette affaire. Il y a eu des diffusions à la radio, sur France Inter notamment. Un enquêteur de Lumière dans la nuit a repris contact avec ce témoin, dont le prénom est Hélène, il y a quelques années. Elle est aujourd'hui mariée, elle a complètement tourné la page. Certains, à l'époque, ont dit qu'il s'agit d'une confusion avec la Lune, mais en fait, il y a un problème de temps manquant. Moi, je suis allé sur les lieux et on voit qu'il n'y avait pas de possibilité de voir la Lune et de confondre ça avec quelque chose qu'elle n'aurait pas compris. On peut passer sur l'image suivante. Ça, c'est un dessin qui a été publié dans le journal France dimanche. C'est une interprétation, parce qu'en fait, Hélène, il est minuit et demi, elle a 20 km à faire, elle sait qu'elle les fait en une dizaine de minutes. À un moment donné, sur la route près de Valence où elle circule, elle voit dans un champ un objet lumineux. Là, elle perd la notion du temps. Quand elle réalise que l'objet n'est plus dans le champ, elle regarde sa montre et là, il y a un décalage de 3 heures. Et c'est sous hypnose qu'elle a raconté le récit et qui a permis de faire cette reconstitution. Le témoin n'a jamais narré ce récit et aujourd'hui ce récit continue à demeurer complètement inexpliqué. L'image suivante, alors la presse en a largement parlé. Que s'est-il passé le 11 juin dernier sur la route nationale 531 près de Bourg-Péage? Nouvel interrogatoire sous hypnose pour Hélène qui a refait le récit de sa rencontre avec un ovni. Et puis là, la photo du milieu, elle est sous hypnose mais interviewée par plusieurs journalistes. Ce qu'il faut préciser, c'est que dans les rapports que Michel Figuet avait collectés, on a retrouvé des témoins qui, eux, ont vu le phénomène dans le champ. Et ça, on l'a su que par la suite. Donc il y a des témoins indirects qui, eux, n'ont pas vu la supposée scène d'enlèvement, parce qu'elle ne l'a raconté que sous hypnose, mais en tout cas, il y a des témoins indirects de cette histoire. Image suivante. Alors là, Sergi Pontoise, un récit fragile. Ça, c'est, on va dire, le contre-type de l'affaire d'enlèvement, sur lequel il faut beaucoup de prudence. À l'époque, ça a fait la une de la presse mondiale, pas que française ni européenne, mais mondiale. Il y a eu des journalistes américains qui sont venus en France, etc. etc. 3 jeunes gens, Franck, Jean-Pierre et Salomon, prétendent avoir vécu une aventure étrange. Franck dit avoir été enlevé, les 2 copains disent avoir vu la scène. Il semblerait qu'en fait c'était un coup monté. De nombreux enquêteurs ont effectivement démontré que l'affaire ne tenait pas. Il y a d'ailleurs eu un excellent document autour sur l'affaire de Sergi Pontoise qui a été publié. Des dizaines, pour ne pas dire des centaines de gendarmes ont été mobilisés pendant une semaine, parce que Franck a prétendu avoir été enlevé pendant une semaine à bord de cet ovni. Moi, la question que je pose, c'est, malgré l'aveu du canular qui a été fait par l'un des 3 protagonistes, Jean-Pierre, pourquoi la justice ne les a jamais inquiétés? Parce qu'en fait, la diffusion de fausses nouvelles et l'outrage à magistrat, en racontant des mensonges à des gendarmes, ça tombe sous le coup de la loi, ils n'ont jamais été inquiétés, je me demande pourquoi. Image suivante. Alors là, je vais vous résumer très rapidement parce que c'est une affaire. Alors là, c'est une autre affaire d'enlèvement qui a été enquêtée par un groupe ufologique qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle le groupe 0300. En fait, c'est une dame qui s'appelle Antonia, qui est au volant de sa voiture. Il est 23h30. Sa voiture cale et continue, là c'est un dessin vu par le haut, continue à rouler en roue libre.
et elle sent qu'elle évite un objet qui est posé sur la route, qui est une forme d'espèce d'ovale comme ça, et la voiture mord sur le bas-côté de la route, hein, qu'on représente ici, le bas-côté de la route, et la voiture s'immobilise un peu plus loin. Après, elle a le souvenir que sa voiture est amenée à l'intérieur de cet objet. L'affaire est très compliquée, ça a donné l'objet d'un rapport assez documenté. Ce qui ressort de tout ça, c'est que il y a 2 groupes de témoins qui ont vu un phénomène lumineux au même moment dans cette zone, sans comprendre de quoi il s'agissait. Le témoin a aussi un trou de mémoire. Et le témoin c'est une dame qui avait à l'époque, dans les 65 ans, 67 ans, elle a été examinée par un médecin et sur son corps apparaissent des traces qu'on n'a pas pu expliquer. Elle dit qu'à l'intérieur de cet objet, quand sa voiture elle rentrait sans comprendre pourquoi elle a tourné, elle entendait comme un bruit métallique et elle a vu des sortes d'entités qui étaient des personnages sans relief, comme des plaques métalliques qui semblaient lui dire quelque chose. Elle n'a pas compris. Ça, c'est l'affaire Antonia. Donc il y a des anomalies. Les enquêteurs sur les lieux, effectivement, ont retrouvé les traces de freinage de sa voiture qui a mordu sur le bas-côté. Antonia racontera qu'elle a donc été, en quelque sorte, auscultée, examinée par les êtres une fois que sa voiture est rentrée à l'intérieur de l'objet, sans savoir comment la voiture est rentrée dedans, sans que ça casse quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est un récit assez structuré. Claude Moget, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans son catalogue, cette affaire tient plusieurs feuillets très très détaillés. Le cas Pierre Monet, un cas d'école. Alors là, effectivement, pour moi, c'est un cas tout à fait exceptionnel parce que Pierre Monet a publié ce livre, Les extraterrestres m'ont dit, dans un style très hollywoodien. Au dos du livre, on a cette phrase « Entre dans notre vaisseau ». Alors, il se trouve que, on va passer à l'image suivante. Alors, le livre est sorti en 1978, préfacé par Guy Tarade, qui est toujours vivant, un ufologue bien connu qui vit à Nice. Et en 1998, Factor X faisait sa une avec l'histoire de Pierre Monet. Alors, Pierre Monet, moi je l'ai rencontré dès 1973-74, avant même que le livre soit publié. C'est tout l'intérêt de l'histoire. J'ai même eu entre les mains, parce qu'il me l'avait prêté pour relecture, le manuscrit. Donc c'est un contacté que j'ai suivi pendant plusieurs années. Et ça, je trouve que c'est ce qui fait la force de l'enquête. On va passer à l'image suivante. Alors Pierre Monet, à gauche, c'est l'apparence qu'il avait quand il a vécu son affaire, parce que son histoire se passe en 1951 à Orange, à 1h30 du matin, et à droite, on a le Pierre Monet médiatisé au moment où il a écrit son livre. Alors, on passe à l'image suivante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Monet, après je vous raconterai l'histoire de Contact, mais quand je l'ai connu, il avait créé un groupement auquel j'ai adhéré par la suite, le GREPO, Groupement de recherche et d'études du phénomène OVNI. Donc il avait fait une carte d'enquêteur officiel, calquée sur la carte de Lumière dans la nuit. Pierre Monet, au bout de 2 ans, a quitté ce groupe, et ensuite les personnes qui sont restées au sein du groupe, dont moi-même, on a recréé une autre carte. Alors, Pierre Monet, il faut savoir pourquoi il avait créé ce groupement. En fait, son but, c'était pas tellement d'enquêter sur les ovnis, c'était de pouvoir mettre sur pied, sur l'ensemble du territoire français, un réseau d'enquêteurs qui pourrait lui rapporter en temps réel des cas d'observation qui lui auraient permis de pouvoir rentrer en contact avec les êtres qu'il a rencontrés en 1951. Alors, image suivante, le GREPO. À l'époque, c'est un groupement qui est basé près d'Avignon. Il y a jusqu'à une centaine de membres, une centaine d'enquêteurs, et il y a régulièrement, la presse locale nous faisait l'honneur de nous laisser des colonnes, et on publiait régulièrement des articles, des appels à témoins. Bon, là, c'est un article que moi j'ai publié, mais d'autres membres l'ont fait. Le but, c'est dès qu'il y avait quelque chose qui se passait, on était informés, on lançait un appel à témoignage dans la presse, et les gens se manifestaient. On passe à l'image suivante. Alors voilà, en juillet 51,
Il est 1h30 du matin. Pierre Monet rentre chez lui, il habite Orange. Et à l'entrée d'Orange, il y a une carrière. Il voit une lumière au fond de la carrière. Il descend dans la carrière, il est en vélo. On est au mois de juillet, la nuit est parfaitement éclairée. Et au fond de la carrière, il voit un disque qui fait environ 20 mètres de large et 3 personnages sont devant. Les personnages, alors c'est des dessins qu'il a fait lui-même. Hein. Je parle des 2 dessins qui sont entourés. À droite, ça c'est la représentation de ce qu'avait vu Siragusa. On voit qu'il y a une ressemblance entre les 2 personnages. Donc Pierre Monet reste en contact avec eux pendant 20 minutes. Il a l'impression qu'on lui donne beaucoup d'informations. Et à un moment donné, les êtres lui disent « Nous allons te faire rentrer dans le vaisseau, mais tu n'auras pas le souvenir, mais ça va régénérer tes cellules. » Exactement ce que Siragusa avait reçu comme information quand il avait été touché par le rayon de lumière 10 ans avant son contact. On va passer à l'image suivante. Alors voilà la carrière telle qu'elle était à l'époque de Pierre Monet. C'est une photo que j'ai faite moi-même parce que cette carrière est restée très longtemps visible jusque dans les années 70 près d'Orange. Et aujourd'hui, bon, elle a été rebouchée, mais on sait que l'endroit est toujours là. Donc c'est le lieu du contact. Alors, Pierre Monet dit que les êtres qu'il a vus étaient des végans, venant donc de la constellation de Vega de la Lyre. Ça sont des dessins qui ont été faits par Pierre Monet lui-même. Sur le dessin de gauche, au milieu, j'ai mis la représentation de ce que le célèbre contacté américain George Adamski prétend avoir vu lui aussi, et on voit qu'il y a une certaine ressemblance. Et à droite, Pierre Monet, dans les années 70, justement, a eu un certain nombre de souvenirs qui lui sont remontés à la surface, et il a dessiné l'intérieur de l'objet dans lequel il était rentré donc en 1951. Alors, on a créé à l'époque, en 1976, une commission d'enquête autour du cas Pierre Monet. Avec son accord, il y a participé et il y a eu un rapport publié par le GREPO, donc fondé par Pierre Monet mais dont il avait démissionné, puisque visiblement ça n'obtenait pas les résultats qu'il voulait, c'est-à-dire avoir un réseau d'informateurs qui lui permettent de reprendre contact. Et alors, ce qui ressort de cette commission d'enquête, en fait, c'est que, on n'a pas réussi à trouver de faille dans son récit. Il faut préciser que des membres du groupe Véronica, qui était un groupe ufologique basé à Nîmes, ont participé à cette commission d'enquête. Il y avait dans cette commission d'enquête 2 militaires de l'armée de l'air, un sous-officier et un officier. Et la commission, au bout d'1 an de travaux, a conclu à la sincérité du témoin. Donc, le GREPO a publié à l'époque un rapport de 70 pages. On a eu la collaboration d'un groupe ufologique aujourd'hui disparu qui s'appelait le groupe 52-55, qui était basé dans l'Est de la France, qui a signé une analyse sémiologique du cas. Et on a aussi un astronome qui a participé au travail de ce rapport. Le rapport conclut, un peu comme la commission, à la cohérence du récit, sans trace visible de falsification. Selon la nomenclature de la SOBEPS, la Société belge d'études des phénomènes spatiaux, qui n'existe plus non plus aujourd'hui, ils avaient édité une nomenclature qui permettait de donner un degré d'étrangeté des cas et un degré de crédibilité. Alors, le degré d'étrangeté du cas de Pierre Monet, il est de 5 sur 5, et le degré de crédibilité, il est de 3 sur 5. Image suivante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toute l'affaire de Pierre Monet se passe entre Avignon et Orange. Et en 1974, il se passe un drôle d'événement. Le Pontet, donc c'est une ville qui touche Avignon. Au Pontet, les Vénusiens arrivent. Alors, en fait, comment ça se passe? En fait, il y a un contacté italien, Antonio De Rosa, qui lui prétend avoir été contacté dès l'année 1972. Il vient près d'Avignon, pas très loin de l'endroit où réside d'ailleurs Pierre Monet, et lui dit « Moi j'ai reçu une information disant que ce lieu était un lieu particulier
et que des êtres venus de Vénus vont se poser. Alors il y a eu quand même pas mal de médiatisation, puisqu'il y a eu 1 millier de personnes, 1500 exactement, qui se sont rassemblées le 27 octobre 1974. Bien évidemment, rien ne s'est produit. Antonio De Rosa prétendait, c'est un ingénieur en radio, il prétendait avoir un contact radio avec ces êtres. Il dit un incident technique empêche leur atterrissage. Alors, une enquête du Grepo, parce que nous à l'époque on s'est penché bien sûr sur cette affaire, a permis d'identifier quand même des témoins dans un autre site proche que le site décrit par Antonio De Rosa. Dans le même laps de temps, il y a eu une observation d'un objet ovoïde qui s'est posé en bordure de la route. Bon, visiblement Antonio De Rosa n'était pas au courant, parce que nous c'est une enquête qu'on a faite dans les mois qui ont suivi. Lui est retourné en Italie, on n'a plus jamais entendu parler de Antonio De Rosa, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce périmètre de Avignon, Orange, et on va voir la ville de Nîmes aussi, il s'est passé des choses tout à fait pertinentes. Alors, je parlais des photos que certains contactés faisaient. Là, c'est comme dans le cas de Siragusa, c'est pas Pierre Monet qui a fait cette photo, c'est une photo prise en 75, mais elle a été faite en présence de Pierre Monet. Il y avait 12 témoins, puisque à l'époque, Pierre Monet, qui était donc en 75 encore membre du Grepo, réunissait des gens pour faire des veillées d'observation dans les vignes de Châteauneuf-du-Pape. On avait trouvé, je dis on parce que j'ai participé à des soirées d'observation astronomique, on avait trouvé une tour sur laquelle on avait l'autorisation de monter, et lors d'une soirée d'observation, il y a eu un phénomène qui a été vu au ras de l'horizon. Ça, c'est un agrandissement. Cette photo a fait l'objet d'une étude et d'une analyse. C'est une photo argentique. En fait, c'est un disque qui est légèrement incliné, qui laisse derrière lui une traînée. On peut passer l'image suivante. Le phénomène dure en fait entre 5 à 7 secondes. La photo est prise en couleur. Là, c'est une reproduction en noir et blanc. Elle a été analysée sur son négatif argentique. Donc, c'est un disque incliné qui laisse une traînée derrière lui. L'analyse a déterminé une structure discoïdale de l'objet, laissant donc ce sillage avec une interruption. On n'a pas d'explication. Ce qui est étonnant, c'est que Pierre Monet aurait pu, lui-même ayant été témoin de ce cas, dire, ben voilà, ils sont revenus, les Végans sont de retour, et il aurait même pu publier cette photo dans son livre. Il ne l'a pas fait. Idem pour Siragusa, les fameuses photos que je vous ai montrées tout à l'heure. Siragusa ne les a jamais publiées dans aucun de ses livres, donc c'est un peu déroutant. Les frappes d'espace, alors ça c'est effectivement tel que Pierre Monet le décrivait. À partir de 1974, Pierre Monet dit « Je suis resté en contact télépathique avec les êtres que j'ai rencontrés en 1951 ». Et effectivement, il va se produire un certain nombre d'événements. Alors ça, c'est la préface du livre. On voit, à côté de la flèche, Pierre Monet, c'est Guy Tarade qui parle. Pierre Monet appartient à la cohorte des programmés que nos mystérieux visiteurs ont choisi d'utiliser dans un but qui ne nous apparaît pas encore. Alors, à l'image en fait de ces homologues américains, qui dans les années 50, on se souvient de Georges Adamski, recevait des messages bienveillants des frappes d'espace, tout un enseignement basé sur la fraternité. Pierre Monet dit qu'il a effectivement lui aussi des messages de cette nature, et il dit qu'il entretient des rapports avec les êtres cosmiques, les fameux êtres blonds qu'il avait vus en 51. Et comme l'ensemble de ses contactés, il se sent investi d'une mission, stopper la chute de notre civilisation, dit-il, et faire entrer la Terre dans la Confédération interplanétaire universelle. Image suivante. Alors là aussi, il y a une chose tout à fait intéressante. Ça a été redessiné, mais j'ai le dessin original. C'est que Pierre Monet disait qu'il avait reçu de la part de ses êtres en 51 une balise, un dessin qu'il pouvait mettre au sol et qui permettait, c'est une sorte de pentacle magique, de provoquer un contact. Bon, ça c'est une vue artistique que j'ai faite redessiner, et très bizarrement, il ne l'a jamais mentionné dans son livre.
Inutile de vous dire que lorsque la photo a été faite, la photo que vous avez vue avant, eh bien, ce pentacle, Pierre Monet l'avait dessiné au sol, et on a eu la photo qui est apparue à ce moment-là. Donc, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir que tous ces contactés ont finalement des éléments d'appréciation supplémentaires dont ils auraient pu parler, et ils n'en ont jamais parlé. Image suivante. Alors, Pierre Monet, après avoir quitté le Grépeau, a fondé un mouvement ésotérique. Il dit que ce sont les êtres qu'il a rencontrés en 1951 qui lui ont demandé de faire ça, l'ordre de la chevalerie de l'Étoile d'Argent. Bon, ça a connu un très très faible succès. Là, on a les armoiries, l'image est un peu floue. Pierre Monet a eu quelques personnes qui ont adhéré, et le mouvement s'est très rapidement éteint, puisque bon, ça n'a pas eu le succès escompté, et visiblement Pierre Monet n'avait plus tout à fait l'énergie de faire fonctionner l'organisation autour de lui. L'image suivante. Alors, au moment où on commence l'enquête sur Pierre Monet, qui dit qu'il a fait des contacts télépathiques, il dit voilà, lors d'une soirée de 1975, Pierre Monet il travaillait de nuit dans une usine. Il était gardien de nuit, il travaillait dans un bureau. Il dit lors d'une soirée, je me suis senti transformé, téléporté. Alors il dit qu'il a voyagé sur la planète d'où étaient originaires les êtres venant de la constellation de Vega de la Lyre. Il parle d'une étoile qu'on ne connaît pas, Sylextra. Et voilà les deux dessins qu'il a faits. Bon, les originaux sont en couleur meilleure qualité. Il dit qu'il a voyagé dans une sorte de disque, de sphère autour de laquelle il y avait un disque. Et on a à droite l'image de cette planète qui ne possède qu'un seul continent. Voilà, bon, on n'a pas d'autres éléments, mais alors, là aussi c'est intriguant parce que ces dessins, il ne les a pas publiés dans son livre. Il parle du contact, mais il ne publie pas les dessins. On ne sait pas pourquoi. Image suivante. Alors, en fait, quelques années après l'observation de 51, le contact, Pierre Monet était en fait, il s'était engagé comme mécanicien dans l'armée de l'air. Il a fait partie du corps expéditionnaire français qui quittera l'Indochine en 1956. Et Pierre Monet fait sur place une observation à courte distance. Il se promène sur un chemin, il voit un chien rentrer dans un taillis qui semble avoir peur, et dès que le chien est rentré dans le taillis, il y a un disque qui s'élève, et le disque est exactement semblable à celui qu'il a vu en 1951. On repère une espèce d'ouverture que je frotte avec la flèche, qui ressemble à l'espèce de sas d'entrée que Pierre Monet avait décrit en 1951. Là aussi, il parle de ce cas dans son livre, mais il ne publie pas les dessins. Je n'ai pas d'explication. Image suivante. Alors, en 1994, il sort un deuxième livre qui, lui, a beaucoup moins de succès. C'est l'ultime message. Alors là, Pierre Monet essaye de convaincre avec d'autres messages de la réalité de son histoire. Il dit qu'il veut réaliser une coalition des contactés, qu'il veut réaliser une étude scientifique des contactés, qu'il veut analyser tous leurs messages, qu'il veut développer le message spirituel des extraterrestres et enseigner les lois cosmiques. C'est pour ça qu'il avait créé l'ordre de la chevalerie de l'Étoile d'Argent. Et il veut enfin convaincre les Nations Unies de la réalité de la Confédération interplanétaire universelle. Bon, le livre aura peu de succès, sera assez mal diffusé, et Pierre Monet n'arrivera jamais à faire l'ensemble des choses que je vous ai décrites. Image suivante. Alors, voilà, on est toujours dans le même périmètre. Rose C, le contact similaire. Bon, Rose C, je l'ai rencontré, son vrai prénom c'est Roselyne, son nom commence bien par la lettre C. Un livre écrit par Charles Gouéran, aujourd'hui disparu, raconte son histoire, rencontre avec des extraterrestres. Alors, l'histoire de Rose C, ça se passe à 20 km d'Orange, en 1952, donc l'année suivante où Pierre Monet prétend avoir été contacté. Rose C est confronté à 3 êtres qui font 1m90 de haut, et un homme qui est avec eux. Et cet homme dit « Je suis un instituteur et j'ai été enlevé par ces êtres il y a de cela quelques décennies et je vis avec eux ».
Les êtres disent à Rose C qu'ils sont là pour recueillir des échantillons de pierres et de végétaux. Ils lui demandent qu'elle leur donne un livre. Bon, c'est tout à fait incongru. Les êtres sont vêtus d'une combinaison sombre et ils possèdent des yeux comme une sorte de moitié de billes de verre bleuté. C'est assez bizarre leur apparence. Et pour prouver leur capacité, ils dématérialisent devant Rose une pierre. Ils la font se rematérialiser dans ce qu'on appelle un mazé, c'est une sorte de maison paysanne de la région de Nîmes. Et Rose rentre dans la maison, elle voit que la pierre s'est rematérialisée à l'intérieur, la pierre est chaude, ils la font à ce moment-là léviter, et bon, voilà. Et puis les êtres ensuite s'en retournent, après un dialogue qu'ils échangent avec elle, ils réintègrent leur vaisseau qui décolle en produisant comme un bruit de ventilateur, dira-t-elle. Image suivante. Alors voilà, là vous avez un scoop parce que Rose C, généralement, il n'y a aucune photo d'elle qui circule. Elle est aujourd'hui, elle est plus de ce monde aujourd'hui, donc voilà une photo que j'ai pu récupérer. À l'époque, il y a eu beaucoup d'articles sur elle, mais elle a toujours gardé l'anonymat. Celui qui l'a un petit peu mise sur le devant de la scène, comme pour Pierre Monet, c'est Guy Tarade, qui était un peu, on va dire, Guy Tarade était un peu le spécialiste de... C'était un ufologue qui mettait le doigt comme ça sur des contactés. Donc une affaire tout à fait intéressante. Alors, quelques années plus tard, moi j'ai un de mes amis m'a dit, ben voilà, il se trouve que j'ai racheté le Mazet, l'endroit où vivait Rose. Alors on voit la maison, le dos de la maison à gauche, et dans la cour il y avait cette espèce de construction. Et selon les êtres que Rose avait rencontrés en 1952, ils lui disaient qu'ils utilisaient ce type de construction comme une sorte de balise. Bon. L'ami qui a acheté cette maison, au bout de quelques années, l'a revendue parce qu'il m'a dit qu'on ne pouvait pas rester dans cette maison. Il y avait toute une série de phénomènes paranormaux qui se produisaient en permanence, des bruits, des phénomènes lumineux qui se passaient dans la maison et à l'extérieur de la maison. Donc c'est lui qui m'a fourni cette photographie. Quelque part, une espèce de preuve indirecte. Image suivante, la prophétie contrariée de Pierre Monet. Effectivement, le jour où la Terre s'arrêta, elle s'est arrêtée pour Pierre Monet en 2009. Pierre Monet disait que les êtres qu'il avait vus en 1951 l'avaient régénéré et qu'il pourrait vivre 120 de nos années. Ce qui veut dire qu'il aurait pu, en théorie, vivre jusqu'en 2052. En fait, il est décédé en 2009 à 77 ans. Et à l'époque, d'ailleurs, je lui consacrais dans la revue Top Secret un article. Donc, l'annonce qui avait été faite par les êtres ne s'est pas produite. Il n'a pas vécu 120 ans. Image suivante. Alors, là, on aborde le cœur du sujet, Giantroc, le début du mythe des contactés. Alors, je passe assez vite, mais Giantroc, ça se passe en Californie. À cette époque, il y a un premier contacté, Georges Van Tassel, qui prend possession de ce lieu. Alors, Giantroc, c'est une météorite qui s'est écrasée sur Terre il y a quelques dizaines de milliers d'années. Et Georges Van Tassel, qu'on voit à droite, prétend recevoir des messages et il construit cette espèce de construction qui est censée régénérer les êtres. À chaque fois, chez Siragusa, chez Pierre Monet, chez Rosset aussi et chez Van Tassel, on parle de régénération. Cette construction s'appelle l'intégraton. Et il sera d'ailleurs, l'intégraton existe toujours, et Van Tassel continuera à animer le site de Giantroc où il y a des conventions de contacter jusque dans les années 75. Image suivante, voilà, les conventions sur les secours volants. Donc à l'époque, les gens se rassemblaient, ils attendaient un contact, il y avait parmi eux des contactés, il y avait des témoins, il y avait simplement des curieux. Enfin, c'était un peu une sorte de, on va dire, de fête foraine, mais dans le sens noble du terme, qui se passait donc en Californie dans ces années 50, 60, et ça s'est arrêté au début des années 70. Image suivante, alors les secours volants de Giantroc, donc tous les contactés venaient
expliquer à un public tout à fait attentif leur récit, et même certains prétendaient photographier des phénomènes tout à fait insolites. Alors bon, certains diront qu'on peut expliquer que c'est un défaut à gauche, c'est possible, hein, mais en tout cas, bon, ça faisait partie du folklore, et je trouve que c'est une époque qui devait être assez fantastique, en fait. Alors, effectivement, un grand nombre de contactés très connus aux États-Unis sont passés. Là, à gauche, on a Georges Adamski. Là, c'est une interview qu'il a faite sur place. Georges Adamski, qui a écrit Les soucoupes volantes ont atterri et L'adieu aux soucoupes volantes. Il a fait un 3e livre. Ces gens-là étaient vraiment des vedettes, des stars, parce que leurs livres, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, ce n'était pas du copier-coller. Leurs livres étaient écrits vraiment par eux, sur une machine à écrire, et connaissaient des ventes astronomiques au plan mondial, parce que ces livres étaient tous traduits en plusieurs langues. Image suivante, alors on a un autre contacté de l'époque, Howard Menger, avec sa femme Connie Menger. Alors Howard Menger, il a écrit le livre qu'on voit à gauche, From Outer Space to You, et qui a été traduit en français, Les amis, les hommes de l'espace. Et Howard Menger prétendait même avoir reçu de la musique céleste. Donc il avait édité un vinyle. Et même une femme, parce qu'il prétendait que sa femme était extraterrestre. Et Connie Menger, effectivement, prétendait elle-même être une extraterrestre. Et elle a d'ailleurs écrit un livre sous un pseudonyme, c'est le livre qu'on voit à droite, Maria Baxter, en fait c'est Connie Menger, qui raconte son histoire avec un Saturnien, My Saturnian Lover. Bon, on est dans le grand folklore, mais moi je trouve que c'est une époque que j'aurais personnellement aimé connaître. Alors, il y a d'autres best-sellers, hein, on passe à l'image suivante. Donc Georges Van Tassel, qu'on a vu tout à l'heure, qui a fait sa construction, l'Intégraton, il a écrit un livre, I Rode a Flying Saucer. Ensuite, il y a eu, par exemple, Truman Betorum, À bord des soucoupes volantes. Il y a eu Orfeo Angio aussi, Le secret des soucoupes volantes. Alors, certains de ces livres ont été traduits, d'autres non, mais là, ce sont toutes les éditions originales que j'ai eu la chance de retrouver et qui sont, bon, pour les sociologues et les amateurs de ce genre de récit, c'est les mines d'or. Ça va très loin, l'influence de Giant Rock, c'est qu'il y a même eu une influence politique qui s'est étalée entre 1960 et 1972, notamment avec Gabriel Greene, qu'on voit ici au milieu, qui avait créé un parti politique qu'il intitulait La Fête de l'espace. Et Gabriel Greene s'est présenté aux élections présidentielles américaines. Bon, il n'a quasiment eu aucune voix. Et il s'est aussi présenté au Sénat américain. Mais en tout cas, il a fait parler de lui. Il a écrit un livre qu'on voit à gauche. Il a publié pendant des années une revue, World Report. Et puis, il y avait aussi il n'y avait pas que des hommes qui étaient contactés, il y avait aussi des femmes. On a ici le livre de Gloria Lee, dont on voit la couverture à gauche, et puis on a un portrait de cette femme qui avait d'ailleurs, je trouve, un certain charme. Alors, entre 65 et 2020, on va dire que le phénomène de masse décontactée s'est un peu estompé, notamment en France. On avait l'impression que cet âge d'or des contactés avait un peu disparu. On passe à l'image suivante. Et en fait, le phénomène est en train de revenir. Voilà ce que j'intitule le memento cosmique. Donc là, aujourd'hui, quand on lit un peu tout ce qui s'écrit là-dessus, il y a des mots que moi je ne connaissais pas. Solar Warden, les accords Artemis, le traité de Jupiter. Alors, Solar Warden, ça dit que depuis les années 80, une flotte spatiale secrète nommée Solar Warden serait en fait en place. Et cette théorie est partagée par divers lanceurs d'alerte et des contactés contemporains. Les accords d'Artemis, qu'est-ce que c'est? Ce serait un accord international entre les gouvernements participants au programme Artemis, et donc un effort dirigé par les États-Unis pour ramener les humains sur la Lune d'ici 2025 dans le but d'étendre l'exploitation spatiale. Certains contactés contemporains, ils voient ici, dans cet accord d'Artemis, qui est un accord officiel, ils voient en fait la signature d'un contact établi avec des extraterrestres. Et puis il y a le traité de Jupiter, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est une série de réunions qui se seraient passées dans l'orbite de Jupiter entre plusieurs puissances extraterrestres, nous visitants et des contactés.
Alors, du temps de Siragusa, il y a un personnage qui apparaît, c'est Astar Shiran. Et aujourd'hui, il y a un autre personnage qui apparaît, qui s'appelle Thor Han. Donc j'ai publié ici, alors à gauche on a en noir et blanc, on a des dessins de l'époque de Siragusa, Astar Shiran. Mais en fait, ça remonte même avant le récit de Siragusa. On trouve la mention d'Astar Shiran bien avant Siragusa. Et puis ici, un dessin contemporain de Thor Han qui est écrit dans plusieurs livres. Alors, image suivante. Ce mouvement qui est en train de reprendre forme, moi j'ai identifié ce que j'appelle les têtes de file du mouvement. Le premier, c'est le docteur Michael Salla, qui est un spécialiste reconnu en politique internationale et en politique étrangère américaine. Alors, Michael Salla a écrit des livres, on peut passer l'image suivante, qui ont connu un très grand succès. Ça, c'est les deux premiers. Le pitch, en fait, c'est simple. Il dit « Les programmes spatiaux secrets font partie intégrante d'un puzzle complexe concernant les ovnis, la vie extraterrestre, les anciennes civilisations et les technologies aérospatiales avancées. » Une sorte de casse-tête qui a longtemps échappé à toute compréhension cohérente. Michael Salla rajoute « Nous disposons enfin d'informations permettant de rassembler toutes les pièces grâce en particulier aux divulgations d'un lanceur d'alerte des programmes spatiaux secrets. » Et là, il donne un nom, Corey Goode. Un examen détaillé des témoignages de Goode et d'autres initiés révèle l'ensemble du tableau, un monde parallèle de programmes spatiaux secrets et d'alliances extraterrestres. On y traite d'antigravitation et du mythe des ovnis allemands. Michael Salla donc, est l'auteur de ce que j'intitulerais des best-sellers. On a ici donc les deux premiers livres. Il y en a d'autres. La deuxième personnalité que je qualifie de tête de file du mouvement, c'est Elena Danaan. C'est une Française. Alors Elena Danaan, elle a un cursus impressionnant. Elle est diplômée de l'École des Beaux-Arts de Paris et de l'Université d'archéologie du Louvre. Elle a passé plus de 20 ans en tant qu'archéologue de terrain, en Égypte notamment, dans la vallée des rois, et elle est archéologue et a passé de nombreuses années à travailler sur différents sites en Égypte, ainsi qu'en France, à étudier les cultures néolithiques et pré-celtiques. Elena Danaan raconte qu'elle a elle-même vécu un contact exogène. Elle aurait été enlevée à l'âge de 9 ans par des extraterrestres de Zeta Reticuli, qui sont des étoiles que l'on connaît, et elle explique qu'elle a eu un sauvetage par des êtres bienveillants. Elle garde un contact toute sa vie avec ces derniers, avec ces êtres qui l'ont sauvée, qui venaient, dit-elle, du système des Pléiades. Et c'est à la suite d'une séance d'hypnose, au cours de laquelle elle retrouva les éléments manquants de sa mémoire, qu'Elena décida de faire don de son témoignage à travers un premier livre, Le Don des étoiles, qui est également un livre de divulgation de messages qui lui ont été délivrés. Dès les années 75, je précise que le contacté suisse Billy Meyer, contacté sur lequel il y a eu beaucoup de critiques, parlait aussi des Pléiadiens. On va voir l'image suivante. C'est ce que j'appelle les Cosmo best-sellers d'Elena Danaan. C'est les deux premiers. Bon, c'est des livres qui ont connu un grand succès, qui ont impressionné beaucoup de personnes, je dois dire. Bon, donc ce mouvement est en train de reprendre forme. Alors, image suivante, la mouvance Fédération Galactique. Alors ici, on a un dessin qui est tiré de l'univers de science-fiction de la série Star Trek et des films Star Trek, qui parlent de la Fédération unie des planètes. Mais il faut savoir que ce discours un peu est repris. Alors il y a eu les rencontres galactiques de juillet 2023 à Tours, qui ont rassemblé beaucoup de personnes. Ensuite, les rencontres galactiques se sont tenues en 2024, au mois de juillet, à Upi, dans la Drôme. La thématique globale, on parle des programmes spatiaux secrets, des contactés et des enlevés contemporains. Il y a en parallèle du mouvement des galactiques l'Alliance Céleste, qui en mars 2024 a fait un rassemblement important à Limoges avec le colloque Exovision,
Là aussi, la thématique globale, c'est enquête de terrain, témoin d'observation, et on parle de fraternité spatiale. Image suivante. Alors, la mouvance Fédération Galactique actuelle, elle évolue régulièrement. Là, je vous ai mis une illustration qui est tirée donc du site Confédération intergalactique des êtres de lumière. Tout ça vient par une contactée qui s'appelle Marie-Josée Andichou. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une nébuleuse. Alors, je sais que parmi nous, ce soir, il y a des gens qui sont bien plus informés que moi. Il y a un réseau qui s'appelle Équipe au sol, EAS, qui est un réseau par département qui sert un peu à fédérer les échanges et à partager différentes expériences sur des sujets alternatifs, en lien avec ce qu'on vient d'évoquer, mais aussi en lien avec l'écologie, l'énergie, la naturopathie, les ovnis. Et donc ce réseau Équipe au sol participe à l'Alliance Céleste. Il y a un autre réseau qui s'appelle Quantum Spiritual Force, qui rassemble quelques contactés. C'est une structure plus légère, et il y a d'autres groupes que je ne connais pas encore, mais qui sont en train d'émerger. Image suivante. Alors, 2024-2025, Alliance Céleste et Galactique, transposition de Géant Rock en France, point d'interrogation. Mais j'aurais tendance à dire que oui. On a le phénomène de Géant Rock des années 50 aux États-Unis qui est en train de se dupliquer en France. Je précise que, mais il y a des flyers qui ont été distribués à l'entrée, que cet été, près de Valence, il y a la 3e édition des rencontres galactiques. On a un programme varié. On a Jacques Crime, qui est un pilote qui a observé de près un ovni, qui viendra en parler. Il y a Robert Lortal, qui est un contacté, qui viendra raconter son histoire. Il y a Michael Salah, qui sera présent, qui parlera des programmes secrets chinois. Elena Danaan, dont on a parlé, qui sera là. Elle parlera de la technologie des vaisseaux exogènes. Il y a Dan Willis, qui parlera de l'histoire du secret sur les ovnis et la physique de la conscience. Etc., etc. Et puis il y a Chris Esson, qui est ici ce soir, qui nous parlera des secrets de la propulsion à antigravité et le FRIL, si je prononce bien, Chris, l'énergie de l'univers. L'image de gauche, donc, c'était c'est pas les rencontres galactiques, je reviens en arrière parce que je me perds un peu. C'était Alliance Céleste, et à droite on a le logo de Rencontre Galactique. Image suivante. Alors là, j'ai titré ce slide Les Galactiques, une accroche marketing. Moi je suis assez admiratif, je dois dire, de la manière dont on arrive à attirer un peu le public. Donc on voit qu'il y a des intervenants très, très différents entre eux, puisqu'on voit au milieu de l'image, on a Jacques Crime, donc qui est plutôt un témoin. À ma connaissance, Jacques Crime, c'est pas un contacté. On a Paul Stonehill, qui n'est pas non plus, à ma connaissance, un contacté. Il y a Chris Esson, qui, je pense, enfin, peut-être un peu contacté, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a une multiplicité de personnages qui ont tous des bagages, on va dire, des curriculum vitae finalement assez impressionnants, et qui donc nous lancent cette question, rencontre galactique, êtes-vous prêts? Et le personnage avec un masque Eh bien, je ne sais pas. Il s'appelle JP, c'est pas moi. Tu peux en dire plus? Tu peux en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, je termine. Alors, on va passer à l'image suivante. Tout à l'heure, j'ai parlé de cette structure qui est un peu plus légère, Quantum Spiritual Force. Alors eux, ils ont dessiné un logo qui ressemble un peu quand même à l'univers de Star Trek, mais ils ont tenu un rassemblement. Ça s'est passé le 11 mai 2025, avec deux contactés, Robert Lortal qui sera présent aux Rencontres Galactiques 2025, et puis Isabelle Alès, si je prononce bien, qui est aussi une contactée, une de plus. Donc le phénomène de Géant Rock est en train de se reproduire. Image suivante. Alors, on a aujourd'hui, effectivement, c'est pas évident à suivre, on a une production de livres auto-édités sur le thème de la présence extraterrestre sur Terre. Les titres sont très nombreux et difficiles de se repérer. On y traite des extraterrestres, des intraterrestres,
des arches spatiales laissées sur la Terre, de l'Égypte, porte vers l'espace, des races extraterrestres, de l'état profond qui cache les informations sur les ovnis, des forces extraterrestres positives en action, etc. Et là, on a un exemple. Bon, c'est un admirateur de Jimmy Dieu. Il a pris comme pseudonyme David Dieu en rajoutant un X. Et donc, il publie, et il est dans la même lignée que les livres de Michael Salla ou Béléa Danahan. Lui, là, il intitule ça « OVNI, au cœur de la présence des extraterrestres sur Terre ». Bon, il y a beaucoup d'informations. Image suivante. Les phénomènes d'enlèvement, de toute façon, et des contacts deviennent un sujet de préoccupation, qu'on le veuille ou non, au sein de l'ufologie, puisque le colloque ex situ se tiendra fin juin à Carcassonne. Y participeront un certain nombre d'ufologues qui ont enquêté sur les questions, dont Marie-Thérèse de Brosse. Et il y aura l'un des enlevés américains très connus, Whitley Strieber, qui a écrit un livre, Communion, dont Hollywood a tiré un film qui s'appelle Communion. Et Whitley Strieber sera à Carcassonne fin juin, donc pour nous parler de son aventure. Image suivante, on arrive à la fin. La vérité, elle est sans doute ailleurs. Je dirais que nous avons changé d'époque entre les premiers contactés abductés d'histoire d'ufologie et ceux d'aujourd'hui, qui aujourd'hui bénéficient d'Internet et des réseaux sociaux. On va dire qu'ils sont les contactés d'aujourd'hui, les enlevés d'aujourd'hui ont une force de frappe beaucoup plus importante grâce aux réseaux sociaux, à l'intelligence artificielle. On est passé, si je pouvais faire une comparaison avec Hollywood, de Le jour où la Terre s'arrêta, donc l'image de gauche, qui est un film absolument fantastique que je vous recommande. On est passé de cette époque-là, c'est l'époque de Giant Rock, à l'époque de Star Wars. Là, on a l'affiche de l'épisode 10 qui sera programmé en 2026. Donc, il y a un grand écart qui a été fait entre ces deux époques. L'image suivante, on arrive à la fin. Je dis simplement, personnellement, je continue l'enquête. Les pieds ancrés au sol, mais la tête dans les étoiles. Une seule évidence, il faut rester l'esprit ouvert. Et ça, c'est la photo lors du colloque qui s'est tenu en Saône-et-Loire il y a de ça 2 mois. On a vu l'affiche tout à l'heure, je l'ai remise ici. Image suivante. Là, j'ai publié ce petit dessin. On voit un extraterrestre qui dit « Je veux y croire ». D'habitude, c'est le contraire. Mais là, c'est l'extraterrestre. Et puis, on arrive à la dernière image. Merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Très bien.